C'était il y a 7 ans et demi, novembre 2017, Emmanuel Macron déclarait faire de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles la grande cause de son quinquennat. Depuis, et grâce entre autres au contexte de libération de la parole, le nombre de victimes enregistrées par les services de sécurité n'a cessé d'augmenter. Ainsi, par exemple, en Guyane, en 2023, pour 1000 femmes âgées de 15 à 64 ans, plus de 13 ont été enregistrées comme victimes de violences conjugales. Cela correspond, si on fait le calcul, à plus d'1 millier de femmes sur tout le territoire, et cela sans compter tous les autres types de violences psychologiques, sexuelles, économiques, harcèlement, sexisme et même les féminicides. Alors 7 ans après, où en est-on? Quel bilan faire de l'action menée ici en Guyane? Pour en parler, Aurore Berger est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous êtes en Guyane depuis hier et jusqu'à aujourd'hui dans le cadre d'un déplacement en Guyane donc, mais aussi en Guadeloupe et en Martinique. On va évidemment, Aurore Berger, parler des chiffres, des moyens qui sont mis sur la table et des dispositifs. Mais j'aimerais d'abord savoir un petit peu ce qui ressort de toutes les discussions que vous avez pu avoir depuis hier, on va dire, avec les associations et les professionnels. Est-ce que quand vous regardez la situation locale, vous vous dites oui, la réponse de l'État est véritablement adaptée non seulement aux réalités du territoire, mais aussi de la population guyanaise? Alors c'est vrai qu'on a des spécificités guyanaises et qu'il faut évidemment les prendre en compte, notamment la question de l'éloignement géographique, la question de l'isolement, la question de la mobilité et la difficulté à pouvoir se déplacer. Et notre enjeu, c'est quoi? C'est d'aller vers les femmes victimes de violences. Parce que j'ai coutume de dire, c'est qu'une femme victime de violence, c'est pas une boule de flipper qu'on se renverrait les uns les autres en disant non, là c'est pas moi, c'est à toi de gérer, et ainsi de suite. Oui. De la même manière, une femme qui se présente, c'est au moment où elle se présente qu'il faut évidemment l'accompagner et la soutenir, et pas lui dire écoutez, vous allez refaire un autre rendez-vous, vous allez vous rendre dans un autre lieu. Donc c'est tout ça qu'on doit faciliter. Donc par exemple, hier, quand je me suis rendue à la GAV, qui est donc cette association, une des associations guyanaises qui accompagne les femmes victimes de violences, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers justement. Ils sont aujourd'hui 21 travailleurs sociaux et 21 travailleurs sociaux avec 17 permanences. Donc 17 points de permanence, ça veut dire quoi? 17 lieux différents au sein du territoire guyanais pour aller vers les femmes victimes de violences et aussi faire beaucoup de prévention. Et ça, c'est, je crois, très important, c'est-à-dire d'intervention dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, de manière à ce que dès le plus jeune âge, on intègre l'idée que la violence, elle est intolérable, inacceptable, que si elle nous arrive en tant qu'enfant, il faut qu'on puisse avoir des adultes référents auxquels le dire. Si elle arrive parce qu'elle arrive dans la famille, sur la maman en général, eh bien là aussi, il faut pouvoir le dénoncer. Parce que plus vite on arrête la violence, plus vite aussi on évite le risque que la violence se répète et que les enfants qui ont vu ces violences ensuite les répètent. Donc c'est tout ça qu'on veut faire. C'est aussi ce que je signerai aujourd'hui, une convention qui va permettre le dépôt de plainte directement à l'hôpital. Là, c'est à Cayenne. C'est une première ici sur le territoire en Guyane. Et l'idée, c'est évidemment d'aller plus loin, puisque à chaque fois qu'il y a un service d'urgence ou à chaque fois qu'il y a un service gynécologique, il faudra que les femmes directement sur place puissent porter plainte. Mais là, c'est déjà une grande avancée qu'à l'hôpital, directement à Cayenne, les femmes puissent immédiatement porter plainte et n'aient pas à aller ailleurs pour le faire. Je vous parle je vous ai posé cette question de l'adaptation des politiques publiques aux réalités de la Guyane, parce qu'en préparant les questions, j'ai lu un article d'une anthropologue qu'on connaît bien ici en Guyane qui s'appelle Isabelle Iderkrivski. Elle est aussi directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Guyane. Elle a écrit un article qui vient tout juste d'être publié sur justement les violences conjugales ici en Guyane, et je suis tombé sur cette phrase que j'aimerais bien vous lire. La vision européo-centrée est à proscrire. Les solutions doivent émaner des populations elles-mêmes. Augmenter le nombre de places d'hébergement sans mettre en place un programme de déconstruction des modèles violents intériorisés ne servirait à rien. Multiplier indéfiniment les accueils de jour sans proposer des projets d'insertion professionnelle aux jeunes femmes afin de réduire le taux de pauvreté serait épuisant. Et je pourrais continuer comme ça parce que c'est vraiment très intéressant. J'encourage tout le monde à lire cet article. On va parler des dispositifs, mais sur les racines de la violence, Aurore Berger, et je parle de celles qui sont propres à la Guyane, à son histoire, à sa culture. Est-ce que vous avez conscience finalement que les dispositifs et la manière de faire ne peut pas être transposés tels quels sur le territoire? D'ailleurs, on en parlait avec le préfet, avec la procureure de la République, parce que c'est eux ensuite qui mettent en place la politique et la politique de l'État, à la fois sur des dispositifs, des outils qui sont mis à disposition, ou sur la politique pénale, la politique judiciaire. Et donc oui, il y a des choses qui ne sont pas adaptées aux réalités locales. On parlait de la question du bracelet anti-rapprochement, par exemple, qui peut exister et qui est extrêmement utile en Hexagone. Ici, il a moins de sens.
vu ce qu'est le territoire. Ouais. Par contre, il y a des dispositifs qui fonctionnent et qui font leurs preuves. Le téléphone grave danger, par exemple, aujourd'hui, il y en a presque 70 qui sont en activité ici. Et ça permet quoi, le téléphone grave danger ? Ça permet à une femme qui a été victime de violences, j'en ai rencontré une hier, vous voyez, qui a réussi à quitter les violences qu'elle subissait, qui a pu être réhébergée avec un accompagnement social, avec des travailleurs sociaux, elle et ses deux enfants de 3 et de 7 ans. Et elle a ce téléphone grave danger dans la main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si son ex-conjoint violent cherche à rentrer en contact, si jamais elle savait qu'il était à proximité d'elle, elle peut immédiatement activer, c'est un bouton d'urgence en fait, qui permet que tout de suite, police ou gendarmerie puissent intervenir. Et ça veut dire qu'elle est prioritaire sur tous les autres appels. Et ça, une soixantaine, hein, c'est bien ça, de téléphones qui sont déployés en Guyane. Aujourd'hui, oui, mais ça pourrait être plus demain si jamais il y avait ces besoins, évidemment, supplémentaires. Les besoins, ils sont déjà existants. Vous savez, on a commencé, en 2017, il n'y en avait que 10. Oui. Aujourd'hui, on en est à 66. Donc, vous voyez à quel point on a fait exploser les moyens. Et on fait exploser les moyens, pourquoi ? Parce qu'à la fois, on a plus de signalements. Et ça, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire cette libération de la parole qui fait que quand on est victime, enfin, on arrive à se débarrasser de la honte, parce que quand on est victime, on a honte. C'est ça qui est d'ailleurs assez insupportable, alors qu'on n'a pas évidemment à ressentir ça, mais pourtant, c'est ce qu'on ressent. On ressent de la culpabilité, on ressent de la honte, on est emmuré souvent dans le silence. Et bien là, progressivement, les victimes arrivent à s'en débarrasser parce que ça n'est évidemment pas à elles d'avoir honte, c'est aux auteurs des faits, c'est aux conjoints violents d'avoir honte. Et puis, et ça, je crois que c'est extrêmement important, de plus en plus de signalements qui émanent des proches. Et moi, ça, c'est mon combat principal. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'État doit faire et peut faire, mais l'État seul, il ne suffit pas. Si à la fin, on préfère augmenter le son de la télé plutôt que d'appeler le 17 alors qu'il y a une femme victime de violence qui habite juste à côté de chez nous, si on détourne ses yeux sur une collègue alors qu'on voit que vraisemblablement elle ne va pas bien, qu'elle subit peut-être des violences chez elle et ainsi de suite, en fait ça c'est notre responsabilité en tant que société, en tant que voisin, en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que membre d'une famille, en tant que membre d'un même pays, d'une même nation. C'est à nous aussi d'avoir cette vigilance-là et d'appeler. Et ça, il faut le marteler. Composer le 17, ça n'est jamais de la délation. Composer le 17, ça peut être sauver des vies, sauver une femme en danger, sauver un enfant en danger. Et même en cas de doute, il faut le faire. Dire aussi que le 3919, parce qu'il n'est pas assez connu ici, c'est un numéro qui est un numéro pour toutes les victimes, mais un numéro aussi pour les témoins. 3919, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est gratuit. On essaye d'ailleurs de développer, vous voyez, d'autres langues que le français, pour garantir que des femmes qui n'auraient pas forcément accès à notre langue ou qui parlent d'autres langues plus coutumières puissent évidemment appeler et saisir ce numéro. Donc voilà, c'est tout ça qu'on développe de manière continue pour à chaque fois correspondre aux réalités de chacun de nos territoires. Vous parlez de responsabilité d'une société, elle consiste aussi à apprendre dès le plus jeune âge finalement aux jeunes enfants d'être un peu plus alertes sur toutes ces questions-là. On sait aussi l'importance de la famille qui véhicule un certain nombre de discriminations de genre et de réflexes un petit peu violents, on va dire, par rapport aux femmes. Est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, en 2025, en Guyane, Aurore Berger, on associe justement suffisamment les familles, les parents d'élèves dans tous ces programmes finalement de sensibilisation? C'est déterminant parce que la famille, c'est le lieu qui doit être le lieu le plus protecteur. C'est le lieu qui doit permettre l'émancipation, la liberté, l'éveil, l'égalité. Et ça peut être le cas, et dans la majorité des cas, ça l'est. Et puis parfois, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire un lieu destructeur et un lieu où la violence est malheureusement la règle. Et quand on est un enfant, et quand on est confronté dès le plus jeune âge à la violence, bien on la considère comme normale. Parce que si elle fait partie de votre quotidien, si elle est une habitude, alors pourquoi ce serait différent ailleurs, si vous avez été élevé de cette manière-là? C'est pour ça que l'école a un rôle absolument déterminant à jouer, parce que à l'école, on vous pose des règles, on pose des repères, et on vous dit à un moment ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que je me suis beaucoup battue sur le fait que dès le plus jeune âge, on ait des cours, ce qu'on appelle d'éducation à la vie affective relationnelle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dès le plus jeune âge, on va venir poser ces règles. On va dire à nos enfants ce qu'ils n'ont jamais le droit de subir, parce qu'on a des enfants aujourd'hui qui subissent des violences eux-mêmes, des violences sexuelles notamment, et donc il faut qu'on puisse leur dire que tout ça n'est pas normal et qu'ils ont des adultes auxquels ils peuvent en parler, et puis on va leur apprendre justement le respect, l'égalité, parce qu'on voit bien aussi que dans les jeunes couples, chez nos adolescents,
on peut déjà avoir des phénomènes de violence parce que il pourrait répéter ce qu'il voit en famille ou répéter ce qu'il voit sur des réseaux sociaux, répéter ce qu'il voit en ligne, sur des contenus pornographiques ou ce genre de choses. Donc c'est là où, encore une fois, en tant que société, on a un rôle qui est de rappeler la règle commune sur des valeurs qui sont essentielles pour nous. Ça, c'est l'objectif national et je me permets finalement de relancer un petit peu ma question. L'adaptation de ces politiques-là à la Guyane Aurore Bergé. Mais l'adaptation pour une raison évidente, c'est qu'en fait, on fait des programmes qui sont évidemment des programmes nationaux, sauf qu'après, c'est les acteurs locaux qui les portent. Donc, c'est pas moi, en Berger, qui vais intervenir dans les écoles. Qui va intervenir dans les écoles ? C'est la GAV, par exemple, qui va intervenir directement dans les écoles parce qu'elle sait comment s'exprimer, sur quels exemples aussi peut-être locaux s'appuyer. Et c'est ça dont on a besoin. C'est Caisse Plurielle que j'ai rencontré hier, qui est une autre association qu'on accompagne. C'est des dizaines d'associations comme ça qu'on accompagne dans chacun des territoires, donc aussi ici en Guyane, pour deux raisons. À la fois pour être sûr que tout le territoire est couvert et on a encore des efforts à fournir de manière évidente ici pour pouvoir le garantir, mais aussi pour garantir que ce sont les bonnes personnes qui parlent avec les bons mots, avec les bons réflexes aussi, et pour que chacun en prenne conscience, évidemment. Alors, le nombre de places d'hébergement d'urgence en Guyane pour les femmes victimes de violences, il a augmenté depuis ces dernières années. Je crois qu'on est à peu près à une 50aine de places aujourd'hui quand on additionne toutes les structures, notamment associatives. Il n'y en a pas assez, il en faudrait plus, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Sur ce point-là, Aurore Bergé, c'est quoi le constat que vous faites, ce qui marche et ce qui marche moins finalement ? Alors, sur la question de l'hébergement d'urgence, c'est vrai qu'on a considérablement, vous le dites vous-même, augmenté les moyens, augmenté le nombre de places, mais on en manque encore. On en manque encore pourquoi ? Parce qu'il y a plein de publics différents qui peuvent avoir accès à l'hébergement d'urgence, mais quand on est une femme victime de violence et qu'on a des enfants, on est prioritaire sur l'hébergement d'urgence. Et ça, c'est quand même très important de le savoir, parce que une des principales craintes qui fait que vous ne partez pas quand vous êtes une femme victime de violence, c'est notamment le fait d'avoir des enfants et d'avoir peur de l'environnement dans lequel demain vos enfants vont pouvoir vivre. Donc on a heureusement des logements qui sont des logements adaptés pour garantir que les enfants et les enfants plus jeunes ou adolescents puissent être hébergés. Donc ça, c'est le premier point. Après, oui, on doit encore avancer sur cette question, mais moi, mon objectif, c'est quoi ? C'est pas tant la question de l'hébergement d'urgence que garantir que le conjoint qui a été le conjoint violent ne reste pas au domicile. Parce que c'est ça, au départ, la loi. Pourquoi on a créé de l'hébergement d'urgence ? Parce qu'encore une fois, une femme, quand elle est victime, elle part quand elle peut et comme elle peut. Et donc, il faut parfois immédiatement pouvoir la reloger, et dans l'attente aussi d'une procédure qui est une procédure de justice. Et si elle n'était pas elle-même la locataire, elle-même la propriétaire, etc., forcément, c'est plus compliqué et on doit pouvoir l'accompagner. Sauf que notre objectif, c'est bien d'abord que le conjoint violent soit évincé, viré du logement qu'il occupait. Parce que c'est ça. Sinon, là, une nouvelle violence aussi qu'on impose aux femmes, c'est de leur dire non seulement vous avez subi des violences, mais en plus vous devez partir du domicile, etc. Donc il faut qu'on ait les deux solutions, soit de l'hébergement d'urgence, et il porte bien son nom, d'urgence. Oui, c'est pas fait pour durer, souvent ça dure que quelques mois. Aux premières semaines ou aux premiers mois, pour être accompagné par des travailleurs sociaux, pour être accompagné dans un travail qui est un travail d'estime de soi, de reconstruction, parce que souvent ce sont des femmes qui ont été isolées, qui n'avaient plus de travail, qui étaient quand même dépendantes financièrement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de l'hébergement d'urgence, mais après la vocation, c'est bien du logement pérenne, évidemment, donc soit social, soit privé, et évidemment pouvoir retrouver le logement qu'elle occupait. Mais concrètement, Aurore Bergé, est-ce que là vous arrivez en Guyane avec une enveloppe supplémentaire aussi pour les associations que vous subventionnez, afin qu'elles puissent avoir finalement davantage de places d'hébergement d'urgence ? J'ai bien compris que ça n'était pas la seule solution. Bien ça sûr. en est une, mine de rien, qui est quand même considérable. Moi, le budget de mon ministère, il a triplé depuis 2017. Là encore, cette année, on l'a augmenté de 20%. Oui, 100 millions d'euros 2025. Donc vous voyez... Ça correspond à 0,02% du budget général de l'État, Madame Bergé. Non mais d'accord, mais sauf que vous ajoutez à ça l'hébergement d'urgence, c'est pas sur mon budget. Vous ajoutez à ça ce qui se passe en matière de santé, ce qu'on fait au sein de l'éducation nationale, ce qu'on fait au sein du ministère de la Justice, de l'Intérieur. Donc c'est tout ça ce qu'on fait sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça se réduit pas à mon budget. Mon budget, c'est quoi ? C'est un nouveau service public qu'on a créé, l'aide universelle d'urgence. Ça n'existait pas il y a encore un peu plus d'1 an. L'aide universelle d'urgence, c'est garantir à une femme victime de violence, si elle porte plainte, elle peut immédiatement avoir une aide financière. Et ça fonctionne.
c'est délivré en moins de 3 jours par les CAF. Il faut que les femmes qui nous entendent, qui peut-être aujourd'hui, au moment où on se parle, subissent des violences, se disent que oui, elles ont des endroits où elles peuvent porter plainte, où il y a des personnels qui sont formés pour accueillir leurs paroles, pour les respecter, pour les entendre, pour les accompagner, qu'elles peuvent immédiatement bénéficier d'une aide universelle d'urgence, c'est-à-dire une aide financière, et qu'au-delà de l'aide financière, il y aura aussi tout un accompagnement social, parce que maintenant, on a recruté des travailleurs sociaux auprès des CAF qui travaillent et qui les accompagnent. Sauf vous voyez, une centaine, c'est bien ça, une centaine seulement de femmes en ont bénéficié l'an dernier sur le territoire. C'est pour ça que je le redis ce matin à votre micro, pour qu'elles sachent encore une fois que ça existe, que c'est leur droit. Il faut que les gens connaissent leurs droits. Encore une fois, personne ne sera jugé parce qu'elles bénéficient d'une aide universelle d'urgence. C'est une aide pour faire face au premier jour. Parce que, encore une fois, quand vous n'avez pas de compte en banque, quand vous n'aviez plus de métier, quand vous étiez complètement dépendante, en fait, et que vous partez encore une fois quand vous pouvez, comme vous pouvez, c'est déjà tellement difficile. Enfin, ça ajoute une barrière supplémentaire. Oui, c'est soit une aide, soit un prêt en fonction des... C'est quasiment tout le temps des aides. Oui, tout le temps. C'est quasiment tout le temps des aides. Il y a eu 102 aides qui ont été délivrées en Guyane et 3 prêts à taux zéro. Donc, vous voyez, c'est d'abord des aides directes, c'est quasiment 1 000 €. Vraiment, ça fait face aux premières urgences. Donc ça, c'est nouveau. Sauf que, vous m'arrêtez si je me trompe, ça ne s'adresse pas aux femmes en situation irrégulière sur le territoire. On sait bien qu'il y en a des dizaines de milliers en Guyane. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement augmenter finalement l'échelle de toutes les personnes qui pourraient en bénéficier? Écoutez, là, on a déjà créé un nouveau service public qui n'existait pas il y a encore à peine un peu plus d'un an. Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion Et vous le savez que dans l'hébergement d'urgence, on ne fait pas de différence de traitement. On a une logique qui est une logique d'accueil inconditionnel. Certains aimeraient d'ailleurs le remettre en cause. Moi, c'est pas mon cas. L'idée n'est pas de remettre en cause parce qu'une femme victime de violence est d'abord une victime. Oui, pour l'accueil, pas de différence. Par contre, il y en a pour cette fameuse aide. Oui, mais parce que, encore une fois, on parle de l'argent aussi des Français. Et donc, à un moment, il faut qu'on arrive à faire des choix. Et je crois que c'est aussi très important. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accompagnement social. Et vous savez qu'on est un des rares pays où c'est inconditionnel quand vous allez à l'hôpital. C'est inconditionnel sur l'hébergement d'urgence. Et je crois que ça nous honore. Mais ça veut dire aussi qu'il faut le contrôler, qu'il faut le vérifier pour garantir que l'argent qui est celui des Français, il est évidemment bien utilisé et pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, je rappelle qu'en moyenne, il faut 7 tentatives de départ avant que la séparation soit définitive entre la prise de conscience qu'il faut quitter son conjoint violent et le passage à l'acte. Ça prend parfois du temps et c'est au moment de l'annonce d'une séparation que le danger est le plus élevé. Donc, il y a des femmes qui ne portent plainte qu'une fois en sécurité, donc après leur départ. Concrètement, Aurore Berger, comment est-ce qu'on fait pour accompagner toutes ces femmes en Guyane entre la peur des représailles, le fait aussi que beaucoup, et vous avez commencé à le dire, ne parlent pas bien français et donc ignorent les dispositifs, sans parler de l'éloignement géographique. Comment est-ce qu'on tient compte de toutes ces réalités-là pour que l'accompagnement y soit le plus opérationnel possible? Il faut accepter le temps qui est celui des victimes. Parce que c'est vrai que quand on dit souvent ce chiffre en disant en moyenne il faut 7 allers-retours, 7 fois une femme va partir, revenir, ils disent mais ça n'a pas de sens en fait, pourquoi elle n'arrive pas à partir immédiatement? Mais ça ne se passe pas comme ça, déjà parce que les coups ça n'arrive pas le premier jour d'une relation ou la première semaine d'une relation. Il y a bien d'autres choses qui se mettent en place et qui ensuite rendent possible la violence physique, la violence sexuelle. Donc ça il faut aussi entendre que ça n'est pas d'abord des coups et qu'on soit tous bien alertes là-dessus. Pour quand si jamais ça nous arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est dans toute la société, c'est pas réservé à quelques-uns ou quelques-unes, et qu'on soit aussi là encore alerte en tant que société si on voit qu'il y a des choses qui changent, et respecter le temps des victimes. Parce que, et c'est vrai que d'ailleurs nos policiers, nos gendarmes ont été formés à ça. Parce que parfois, ils vont voir une victime une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Pareil il y a encore d'ailleurs dans des les dérapages associations. Qui sont constatés dans certains commissariats et gendarmeries. En tout cas, aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes sont formés pour accompagner justement le dépôt de plainte des femmes. On a des travailleurs sociaux dans nos gendarmeries, dans nos commissariats, parce que l'accompagnement social, ça c'est un autre métier, c'est un autre travail, et ça n'existait pas, là encore, il y a quelques années. Et si jamais il y avait le moindre dérapage, on ne laisse absolument rien passer en la matière, parce qu'une victime, elle se respecte, elle s'accompagne, et là encore, la temporalité de la victime, elle est importante. Une femme qui dirait « moi je ne suis pas prête aujourd'hui à porter plainte », eh bien il faut l'entendre. On ne force pas la main. On l'a déjà suffisamment forcée et brutalisée. C'est pas à nous d'ajouter une nouvelle violence en lui imposant comment et quand elle doit partir ou comment et quand elle doit porter plainte. Elle doit le faire quand elle est suffisamment solide et quand elle a pris conscience qu'il fallait pour elle-même, pour ses enfants,
qu'à un moment, elles s'échappent de manière définitive. La lutte contre les violences faites aux femmes, Aurore Berger, on sait évidemment que c'est un sujet qui prendra du temps. Ça ne peut pas changer en un claquement de doigts. On le disait, je le rappelais tout à l'heure, les chiffres sur le cas précis de la Guyane, il y a encore énormément de victimes de plus en plus d'ailleurs qui sont enregistrées chaque année. D'après vous, ce qui est une bonne chose en soi évidemment, mais d'après vous, est-ce que il faudra combien de temps avant de faire en sorte qu'on finisse par voir enfin des résultats sur le long terme ? On voit des résultats. On voit des résultats parce qu'on n'aurait pas eu la même conversation il y a quelques années. Parce que l'aide universelle d'urgence n'existait pas, parce que la formation systématique des policiers et des gendarmes n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas autant de places d'hébergement d'urgence, parce qu'on n'avait pas autant de travailleurs sociaux engagés sur l'ensemble, encore une fois, du territoire, parce que le 39-19, il n'était pas accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et dans les territoires ultramarins. Donc on a des progrès très significatifs qui ont été faits. Qui viennent surtout de la société civile aussi à la base, Aurore Berger. La prise de conscience, elle est venue à la base des femmes victimes. Mais bien sûr, mais tant mieux. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, une société, elle avance parce que collectivement, on a envie qu'elle progresse. Et donc, ce progrès collectif, c'est quoi ? C'est à la fois des associations de terrain qui œuvrent depuis des années et qui sont accompagnées, sont soutenues et qui ont vu leurs moyens être renforcés. C'est l'État, parce que quand vous êtes président de la République et quand vous dites que c'est la grande cause des 2 quinquennats, vous envoyez un signal qui est quand même puissant. Et c'est l'action, évidemment, politique qui est menée et les moyens qui sont mis sur la table. Donc c'est tout ça, c'est cet ensemble-là. Mais encore une fois, il y a la responsabilité qui est celle de l'État et il y a l'engagement qui doit être celui de toute la société. Sinon, en effet, on ne s'en sortira pas. Et dans les pays dans lesquels vous voyez que ça a progressé, c'est parce que les deux ont fonctionné ensemble, qu'il y a eu ce même mouvement, engagement très puissant de l'État sur des moyens, sur des lois qui ont changé, ce que nous on fait. Parce que les lois ont changé, l'ordonnance de protection, ce genre de choses, tout ça n'existait pas il y a encore quelques années. Et avec des moyens importants qui sont aussi mis sur la table. Je pense notamment à l'Espagne, leur budget pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles est considérable quand on compare à celui de la France. Je vous assure que notre budget... Quand vous regardez non seulement les 100 millions d'euros de mon ministère, et ça a triplé quand même en 7 ans, donc c'est pas quand même rien, mais surtout quand vous regardez ce qu'on met en matière de santé, ce qu'on met en matière d'accompagnement social, ce qu'on met en matière de réinsertion professionnelle, ce qu'on met en matière de formation, policiers, gendarmes, magistrats, tout ça, ce qu'on met en matière d'hébergement d'urgence et de logement, eh bien tout ça, encore une fois, c'est ce qui est à disposition des femmes victimes de violences. Moi, mon travail, c'est quoi ? C'est de garantir que partout, là où il y a la République française, que partout, on ait le même niveau de protection. En fait, il n'y a aucun éloignement géographique, il n'y a aucune spécificité territoriale qui peut justifier qu'il y ait des femmes qui soient moins protégées ici qu'ailleurs. Et ça, c'est la responsabilité qui est évidemment celle de l'État. Dernière question, Aurore Berger, très rapidement. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des femmes pour mettre en avant l'entrepreneuriat, l'engagement et l'émancipation des femmes. Les chiffres d'aujourd'hui montrent que le chômage des femmes en Guyane, il est plus important que celui des hommes, et le taux de scolarisation des jeunes femmes, il est aussi inférieur à celui des hommes. Une d'explication, c'est pas la seule, mais ce qui revient souvent, c'est de dire que tout part aussi notamment des grossesses précoces. À peu près 10% des mères ont moins de 20 ans. De quel œil est-ce que vous regardez ça, Aurore Berger, et le lien entre cet élément-là finalement et ensuite l'insertion professionnelle? Déjà, moi, j'ai envie de mettre en valeur des réussites, parce que ça, je pense que c'est très important, de montrer de la fierté, de montrer des jeunes qui s'engagent aussi. Je serai au RSMA cet après-midi, de valoriser des femmes qui sont chefs d'entreprise, parce que ce sont des exemples dans la société. Et c'est aussi ces exemples qu'on doit mettre en avant pour dire que c'est possible, pour dire à nos enfants qu'elles ont le droit, petites filles et petits garçons d'ailleurs, de rêver grand. Et je crois que vous avez, et qu'il y a ici des exemples de ces réussites entrepreneuriales qui sont extrêmement importants. Et c'est très important de le signifier. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un levier justement de liberté, d'émancipation. C'est un chemin qui est difficile, les chefs d'entreprise le savent bien, quelle que soit la taille de leur entreprise, mais c'est un levier puissant de liberté et d'émancipation. Et oui, il y a ce sujet extrêmement préoccupant sur la question des grossesses précoces, parce que ça veut dire qu'on a des jeunes filles, des adolescentes, voire des filles, des petites filles, quand elles ont moins de 15 ans, qui se retrouvent enceintes, ce qui pose la question évidemment des violences sexuelles, d'où encore une fois le rôle de la société et le rôle de l'école, d'où le fait que dès la rentrée prochaine, on ait des cours qui soient dédiés sur cette question-là, sur les enjeux de prévention en matière de sexualité, parce qu'on voit bien qu'on a un recul sur cette question de la prévention, que ce soit sur la contraception, que ce soit sur la question des maladies sexuellement transmissibles. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à porter ce message et qu'on accepte que malheureusement, il n'est jamais définitivement acquis.
sur la lutte contre toutes les formes de violence. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire changer la société. Aurore Berger, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci encore, très bonne journée.